Salam alaikum. Dans la quatrième vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de vous expliquer comment passer d'un diagramme de classe vers Entity Framework pour créer votre base de données en se basant sur le code first. Ça veut dire que vous allez créer le code de vos classes et par la suite vous allez passer vers une base de données. Alors là, j'aimerais bien vous rappeler que pour Entity Framework 6.0, le simple, il y avait trois méthodes de travail. On avait le droit de créer le code et par la suite générer la base de données, on appelle ça la code first. Et sinon, créer la base de données puis générer le code, c'est database first. Et on avait un model first en se basant sur un petit peu sur le graphique, mais à partir de la version Entity Framework Core. On est actuellement dans la version 2.1. On n'a pas le droit, malheureusement, de travailler avec le model first. Sinon, le choix de code first et le database first reste toujours possible, à l'exception qu'il y a des petites différences entre Entity Framework et Entity Framework Core, surtout en ce qui concerne le code first et surtout en ce qui concerne les relations many to many. Alors cela, nous allons l'expliquer par le détail par la suite. En fait, lorsque nous passons vers un framework ou bien nous voulons travailler avec un ORM comme Entity Framework, il y en a des notions qui sont généralisées généralement sur tous les frameworks. On parle des relations many-to-many, many-to-one et one-to-one. Alors, c'est vraiment simple. Nous avons par exemple la classe client avec la classe commande. Alors, un client peut passer une ou plusieurs commandes. Une commande est passée par un et un seul client. Nous allons appeler cette fonction ou bien cette relation many to one. D'accord? So, one, ça veut dire one client. D'accord, one client, to many commandes. Ou bien on peut le lire many command to one client. C'est les deux choix de lecture. Vous avez les deux choix, d'accord? Soit many to one ou bien one to many. Pour la deuxième relation entre commande et facture, alors une commande a 0 ou une facture. Ça veut dire qu'à un moment T, une commande peut ne pas avoir une facture, sinon à un certain moment il peut avoir une et une seule facture en grand max. Et une facture, si elle est délivrée, c'est pour une commande bien précise. Alors nous allons dire qu'une commande, one commande, elle est liée avec one facture et one facture elle est liée avec one commande. Avec produit et catégorie, c'est un autre type de relation. Alors là, j'essaie de dire qu'un produit a une ou plusieurs catégories. Ça veut dire qu'il peut appartenir par exemple à la catégorie propreté ainsi que la catégorie maison en même temps. Et qu'une catégorie peut avoir bien sûr plusieurs produits. Nous allons appeler cette relation many to many, many produits to many catégories et many catégories to many produits. Et entre commande et produit, toujours une commande a plusieurs produits. Un produit peut être commandé plusieurs fois, ça veut dire many to many, mais cette fois-ci c'est une relation many to many porteuse qui va porter la quantité de produits commandés en ligne de commande. Alors là, j'ai essayé de travailler avec cet exemple car tout simplement il englobe toutes les relations et les associations possibles dans un diagramme de classe, entre deux classes. Et nous allons essayer de programmer et de décrire les classes nécessaires et les classes qui vont décrire notre diagramme de classe. En fait, il faut diverser entre deux choses. La première chose, c'est qu'il y en a des notions orientées objet, purement orientées objet. Ça n'a rien à voir avec Entity Framework en lui-même, aucune relation avec C#, on peut le faire avec Java, on peut le faire avec C#, avec n'importe quel langage de programmation orientée objet, nous pouvons faire cela, mais il y en a vraiment quelques parties que je vais préciser par la suite, dans lequel Entity Framework non pas impose, mais recommande de les écrire. Ça veut dire que, par exemple, nous avons des règles de passage. Comme les règles de passage d'MCD vers MLD, nous avons des règles de passage d'un diagramme de classe vers un code. Ça veut dire comment nous allons traiter la relation many-to-one, comment nous allons traiter la relation one-to-one. Généralement, ce sont les mêmes principes que du passage de MCD vers le MLD. Par exemple, si je parle de client et commande, généralement, si on est dans un MCD, c'est bien sûr l'idée de client qui va migrer vers l'idée de commande. Si, par exemple, commander facture sous MCD, nous allons dire que commander les postérieurs, c'est par cette raison que commande va migrer vers facture. Cela va être impliqué par la suite, même dans un diagramme de classe, mais avec une autre façon. Pour cette raison, je vais créer un nouveau projet, bien sûr. ASP Core, là nous allons le nommer EFTP, Entity Framework TP, application Model View,
et nous allons diviser l'écran en deux parties juste pour des raisons de lisibilité. Je vais commencer par les classes simples. Je vais créer les classes tout simplement sans aucune relation entre aucune classe. Et je vais commencer bien sûr par le dossier models. Alors ajouter classe et je vais commencer par la classe client. Alors nous avons dit qu'un client a public int id. Alors id c'est par convention. Par la suite il va être transformé en clé primaire. Nous avons deux conventions possibles, soit que j'écris id, d'accord, d'une façon directe, insensible à la classe, ça veut dire soit il est écrit en minuscule, majuscule, il n'y a pas de problème. Sinon, la deuxième proposition, c'est client ID, d'accord. Si je sors, par exemple, j'aimerais bien nommer le nom d'un client, bien l'idée d'un client, j'aimerais bien le nommer par num, cela ne va pas être considéré comme primary key lors de génération du code. C'est pour cette raison que je suis obligé d'ajouter une annotation key dans cette partie. Moi, je vais travailler qu'avec des conventions pour éviter tout ce paramétrage. Pour cette raison, je vais choisir id comme clé primaire. Alors get avec un setter. Par la suite, je vais passer vers public string nom. Pas de convention pour cela. Public string prénom. Aussi pas de convention. Et à la fin, c'est public string téléphone. Et getter et setter, bien sûr. Je vais passer vers la deuxième, c'est ajouter alors classe. Je vais passer vers commande. Alors avec commande, ce que nous allons faire, c'est public int id, getter et setter, et public dot time dot cmd avec un getter et un setter. Nous avons facture, classe, facture, public int id, getter et setter, et public dot time dot facture avec un getter et un setter. Nous allons passer par la suite vers la classe catégorie. Avec un public int id toujours, getter et setter, pour générer la clé primaire. Et c'est un champ obligatoire généralement. Clé primaire, il est obligatoire pour Entity Framework Core. Nous avons public string libellé avec un getter et un setter. Ajouter une nouvelle classe produit. Voilà, public int id. Alors je ne fais rien, j'ajoute aucun attribut. C'est comme le diagramme de classe. Je suis en train de coder mes classes, c'est tout. Public string libellé, getter et setter. Et bien sûr à la fin, public int préunitaire avec un getter et un setter. Voilà. Alors commençons de parler en ce qui concerne la première classe, d'accord? Alors la première classe c'est la classe client. Elle a une et une seule association. Dans cette association, c'est une relation many to one. Alors automatiquement, lorsque je suis dans l'orienté objet, lorsque je suis dans un MCD, j'aimerais bien passer vers un MLD, ce sont des types primitifs qui comptent. Ça veut dire un ID est du type entier, ça veut dire que le fourniquet doit avoir un type entier. Mais en orienté objet, je suis en train de parler par objet. Ça veut dire si par exemple un client a plusieurs commandes, ça veut dire la représentation correcte de relations entre commande et client est une collection de type ArrayList par exemple, ou bien de type map, est une collection de commandes dans la classe client. Et pour commande, la représentation correcte de cette association, c'est un objet client dans commande, parce que tout simplement, une commande peut être passée par un et un seul client, et un client peut avoir plusieurs commandes. Ça veut dire, pour pouvoir représenter en orienté objet le mot plusieurs, je suis obligé de travailler avec une collection. Et pour pouvoir
dire ou bien représenter le mot un et un seul, je suis obligé de travailler avec un objet simple. Et je vais commencer par la classe client. Alors dans la classe client, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter un autre champ public, cette fois-ci de type liste. Alors liste de commande, généralement par convention, je garde le même nom de modèle avec un S à la fin, et par la suite avec un getter et un setter. Voilà. Alors, pour Entity Framework, cela est assez suffisant pour lui dire qu'il y a une relation fourniquée entre client et commande. Et si je fonce dans le code et j'ajoute mon délai contexte, je peux facilement créer l'association entre les deux classes. D'accord? Alors là, c'est tout simplement un choix. Hein. On l'appelle one way. D'accord? C'est une relation one way. Ça veut dire que seul le client qui connaît que l'association entre lui et commande. Sinon, je peux avoir ce qu'on appelle two ways. Et pour le two ways, normalement, je dois spécifier la liste des commandes dans la classe client, ainsi un objet client dans la classe commande. Et pour cette raison et pour cela, je vais faciliter à un client ou bien un objet client d'accéder à ces commandes et je vais faciliter ainsi de suite qu'une commande peut accéder facilement à son client. Pour cette raison, je vais ouvrir le code de la classe commande et je vais écrire public int, plutôt public client, voilà, avec un getter et un setter bien sûr. D'accord? Alors maintenant cette association va être appelée many-to-one. Many-to-one, c'est une association many-to-one. Many-to-one, two ways. D'accord? Ça veut dire que le client connaît ses commandes, les commandes connaissant, une commande plutôt, connaît son client. Et pour cette raison, ou bien tout simplement pour les relations many-to-one dans Entity Framework Core, il suffit tout simplement de spécifier une et une seule partie et ça marche. Le système va comprendre qu'il s'agit d'une relation fourniquée entre les deux tables par la suite. Généralement, cela est assez suffisant, d'accord? Alors, soit on l'écrit dans une partie, soit on l'écrit dans les deux parties, mais généralement, ce qu'Entity Framework recommande, c'est le fait d'ajouter un public int client ID. Et nous allons poser la question pourquoi. Alors, cela, c'est aussi une convention. Alors, il connaît très bien que client, c'est un modèle. ID, c'est idée. La convention d'un modèle avec son idée, ça veut dire que c'est une relation fourniquée vers la table cible, ça veut dire vers client. Et si j'ajoute pas ce champ, je vais avoir ce qu'on appelle un champ shadow. Alors, pour les champs shadow, je vous recommande aussi de lire la documentation officielle de l'MSDN pour comprendre plus, mais généralement, on dit une règle simple. Le fait d'avoir un champ dans une base de données et ne pas avoir son correspondant dans votre classe est déconseillé. Et par la suite, je vais vous poser tout simplement une question très simple. Imaginez que j'ai un objet commande, d'accord? Alors un objet commande qui a une idée, une date de commande et un objet client. Si j'aimerais bien connaître l'idée de client qui a passé la commande, je suis vraiment obligé à chaque fois de charger la totalité de la classe client et c'est déconseillé car dans la classe client, à cet instant, j'ai que 4 attributs, ID, nom, prénom, téléphone, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment gourmand et volumineux côté mémoire, mais je peux avoir des objets qui ont peut-être une centaine d'attributs et le chargement de cet objet pour à la fin prendre une idée tout simple, c'est un peu volumineux et c'est un gaspillage de mémoire. C'est pour cette raison qu'on préfère ajouter un champ toujours public int client ID. Alors client c'est le nom de modèle et ID c'est pour spécifier que c'est un foreign avec un getter aussi et un setter. Alors précisez maintenant que la relation entre client et commande est actuellement une association parfaite. D'accord? C'est l'association la plus recommandée par la communauté d'Entity Framework Core. C'est une association two ways et aussi avec un attribut qui va par la suite jouer le rôle du foreign key. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, je vous rappelle que la présence de cet attribut client ID est facultative et la présence de two ways, ça veut dire est aussi facultative. Ça veut dire que je peux choisir une et une seule partie afin de pouvoir représenter l'association foreign key ou bien l'association many-to-one. Maintenant, nous allons passer vers commande et facture. Alors, entre commande et facture, nous avons une association plutôt one-to-one. Pour les relations one-to-one, l'Entity Framework était un petit peu rigoureux dans cette partie. Il nous impose
déjà de spécifier le one-to-one des deux parties. Ça veut dire qu'il n'y a pas une solution de one way, on doit travailler avec two ways. Et nous devons créer pour chaque instance, ou bien dans chaque classe, une instance de l'autre classe associée. Car tout simplement, la meilleure représentation de one, c'est un objet, et aussi la meilleure représentation de one, c'est un objet. Entre client et commande, on avait un many to one. La meilleure représentation de many, c'est une collection, et la meilleure représentation de one, c'est un objet. Maintenant, nous avons one to one. Ça veut dire objet-objet. Alors, je vais dire qu'une commande a une et une seule facture. Ça veut dire que je vais représenter facture dans commande sous forme d'un objet facture. Et une facture a une et une seule commande. Ça veut dire que je vais représenter la commande sous forme d'objet dans la classe facture. Pour cette raison, je vais ouvrir le code de commande et je vais ajouter public facture facture. Getter et setter. Et je suis obligé de passer vers facture pour ajouter le champ public commande commande. D'accord? C'est one to one. Ça veut dire pour représenter la relation entre commande et facture, c'est une composition simple. D'accord? Je vais représenter par un et un seul objet de type commande avec un getter et un setter. Alors maintenant, permettez-moi de vous faire un petit rappel en ce qui concerne l'MCD. Lorsque nous avons des relations one-to-one ou bien relations par exemple 0,1 à 1, nous disons toujours que le postérieur ou bien la clé primaire du postérieur va migrer vers la table pour devenir une clé étrangère. Pour vous expliquer encore plus, entre les relations xn et x1, c'est xn qui va migrer. Par exemple, entre commande et client, c'est le client qui va migrer. Entre one-to-one, nous étudions toujours la classe postérieure. Ça veut dire qui est l'objet qui va être créé en premier lieu. Et bien sûr, c'est la commande. Alors, la commande va être créée au premier lieu et par la suite, nous allons créer une facture. Pour cette raison, le système Entity Framework Core nous impose de lui spécifier, car il ne peut pas le faire tout seul, de lui spécifier qui est la classe qui va recevoir la clé étrangère. Ça veut dire qui est la classe qui va être créée en deuxième emplacement. Alors, pour moi, c'est la facture, bien sûr. Alors, la commande doit passer son idée vers la facture. Et pour cette raison, je suis obligé d'ajouter le mot public int pour foreign key, c'est un entier. Et ici, je vais spécifier commande ID. Alors, c'est le nom d'entité plus ID comme clé primaire pour que le système puisse réagir avec cet attribut en tant que foreign key et avec un getter et un setter. Maintenant, nous allons passer aussi vers la table ou bien l'association entre catégorie et produit. Généralement, pour moi, les difficultés, le many to one, c'est l'association la plus simple. One to one, c'est un petit peu compliqué car il y aura des impositions. Many to many, c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est la troisième au niveau de complexité. Et bien sûr, many to many porteuse, c'est la quatrième et la dernière au niveau de complexité, c'est la plus complexe. Maintenant, parlons de many to many. Simple, many to many, non porteuse. Alors, généralement, dans la relation, ou bien dans la version Entity Framework 6, la version chez Core, on avait tout simplement la possibilité d'ajouter une liste de produits dans catégorie et une liste de catégories dans produit, et ainsi de suite. Et c'est tout, car nous avons dit déjà que la meilleure représentation de many, c'est une collection. La meilleure représentation de many, c'est une collection. Alors, many to many, ça veut dire collection to collection, collection de la part de produits, collection de la part de catégories. Mais malheureusement, avec Entity Framework, on ne peut pas le faire. On est vraiment obligé de créer une classe entre les deux classes produits et catégories. Revenons toujours vers l'analyse Meurice. Lorsque nous avons une association ou bien une relation entre deux tables avec xn, xn, nous allons tout simplement créer une table à l'intérieur avec l'idée de la classe produit et l'idée de la classe catégorie. Alors le système va nous insérer une classe forcée entre les deux catégories et produits. Nous allons travailler comme si on est en train de travailler avec many to one. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle classe. Alors ajouter classe. Cette classe, par exemple, je vais le donner 4 Pro pour catégorie produit. Et par la suite, je vais mettre des attributs dedans. Alors, le premier attribut, c'est public produit. Produit avec un getter et un setter. Alors, je vous ai dit que nous allons la traiter comme si on est en train de travailler avec many to one. Public catégorie
avec un getter et un setter, et bien sûr, le système non pas nous impose, mais nous recommande de créer des attributs pour le franquer. Alors, int produit id, getter et setter, et par la suite, public int catégorie id, getter et setter. Et pour la classe catégorie, je vais créer une collection de la nouvelle classe créée, donc liste publique, liste de type 4 Pro. Alors le nom dit par convention 4 Pro. Donc voilà, il a déjà spécifié 4 Pro avec S, avec un getter et setter, et la même chose dans la classe produit. D'accord? Alors maintenant, il me reste une et une seule association, many-to-many porteuse. Alors dans Entity Framework 6.0 toujours, dans many-to-many porteuse, j'étais obligé toujours de créer une classe à l'intérieur de deux classes pour faire la liaison. Alors c'était déjà impliqué. Actuellement avec Entity Framework Core 2.1, c'est la même chose impliquée. Ça veut dire que pour les relations many-to-many plutôt, soit qu'elle est porteuse ou non, je suis obligé de créer une classe à l'intérieur. Enfin, je vais ajouter une nouvelle classe et cette classe va être nommée, alors ajouter une nouvelle classe, je vais la nommer LC pour l'unique commande. Alors LC, elle va être associée toujours avec une commande. Alors public commande, c'est commande, commande avec un getter et un setter. Par la suite, public produit avec un getter et un setter. Par la suite, public int command id avec un getter et un setter. Et à la fin, non pas à la fin, mais car c'est une relation porteuse, je vais ajouter quantité à la fin. Public int, alors produit id avec un getter et un setter. Et à la fin, je vais ajouter, je m'excuse, à la fin, je vais ajouter public int quantité avec un getter et un setter. Alors là, en fait, le système Entity Framework Core nous impose que chaque classe doit avoir son propre ID. Pour cette raison, c'est public int id pour cette classe, ainsi que pour la classe 4 Pro. Public int id avec un getter et un setter. Alors, je vous recommande qu'avant de toucher Entity Framework, d'essayer de lire quelques documentations ou bien de voir quelques vidéos dans lesquelles il y en a une explication théorique pour les principes de many-to-many, ou bien one-to-many, etc. Des relations ou bien des cours qui vont tout simplement vous expliquer le fait de passer d'un diagramme de classe dessiné à un diagramme ou bien à un ensemble de classes programmées. Ça veut dire quelles sont les conventions qu'on suit, etc., etc., etc. Enfin, essayez de lire cette partie théoriquement pour comprendre ce qui s'est passé. À vrai dire ici, sinon, pour les personnes qui sont un petit peu déjà habitués avec l'orienté objet, ça paraît vraiment très très logique ce que nous avons déjà fait avec tout simplement quelques impositions du système. Et comme nous avons vu, la seule imposition du système, c'est imposition, ça veut dire une obligation, d'accord? C'est public int command id dans la relation one-to-one. Pour les autres, c'est toujours facultatif. Par exemple, dans la partie catégorie ou bien 4 Pro, j'étais pas obligé vraiment de créer produit ID dans cette partie. Aussi, pour la commande, j'étais pas vraiment obligé, je m'excuse, de créer. Alors là, on a déjà oublié de mettre la liste des commandes, plutôt la liste des LC. Alors, public liste LC. Alors là, j'étais en train de dire que c'est vraiment facultatif le fait d'ajouter cette liste, car c'est many-to-one. Alors, getter, setter, et je vais faire la même chose dans la classe produit. Voilà. Alors, nous allons faire un petit tour. Donc, catégorie, elle est liée avec produit avec une relation many-to-many. Alors, nous avons les attributs. Et pour traduire many-to-many, nous allons ajouter une liste de 4 Pro. C'est une classe nouvellement créée.
4Pro, c'est la classe qui va faire la liaison entre produit et catégorie avec un ID obligatoire et par la suite avec les deux références produit et catégorie, avec les deux références foreign key, produit ID et catégorie ID. Client, il a ses attributs, ID, nom, prénom, téléphone, ainsi il est lié avec une et une seule classe, ses commandes, avec une relation mini-to. One, enfin, pour traduire ou bien représenter mini-to one, mini c'est une liste, ça veut dire, je veux dire qu'un client a une liste de commandes dans ses attributs. Une commande, c'est peut-être la plus complexe, avec un ID et tout simplement deux attributs, et des associations avec client. Alors, many-to-one, c'est one client, ça veut dire un objet, et cela est facultatif. One-to-one pour facture, et une liste pour une ligne de commande. Nous avons facture, avec ID, date de facture, avec une commande, avec commande ID. Là, c'est recommandé de le mettre avec un C majuscule, comme la classe. LC, c'est la table qui va faire la liaison. Donc, il faut faire, ou bien il faut souligner la présence d'unité obligatoire et l'ajout de public int quantité qui a été déjà porté par l'association elle-même et produit. Maintenant, nous allons passer la question, ou bien poser la question, comment nous allons pouvoir créer une base de données en se basant sur ces fichiers. La première chose à faire, c'est que vous devez intégrer les classes d'Entity Framework. Pour cette raison, vous allez faire un clic droit sur votre projet. Par la suite, gérer les packages NuGet. Alors, vous allez saisir ou bien taper parcourir. Et là, vous allez saisir Microsoft.Entity Framework Core Tools. Vous allez l'installer et s'il vous plaît, faites attention. Si vous travaillez avec la version 2.1, vous devez choisir la version 2.1.1 ou bien 2.1.0 dans la liste des versions avant d'installer. Sinon, vous allez avoir une erreur de versionnage. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre la version de votre projet ASP et votre Entity Framework Core Tools installé. Alors, généralement, vous devez trouver un message de succès à la fin, installation avec un message de succès à la fin. Alors, si tout cela passe bien, alors voilà, nous allons aller chez une restauration de package. Alors voilà, c'est un problème entre 2.1.1 et 2.1.0. Moi, j'ai installé 2.1.0, je vais essayer d'installer 2.1.1, puis installer. Voilà. Alors, pour vérifier que Entity Framework Tools a été vraiment installé, des détections simples, vous aurez avoir désinstallé dans cette partie. Et aussi, si vous ouvrez le dossier dépendance, dans le dossier NuGet, vous allez trouver Microsoft Entity Framework Core installé. Et la deuxième chose à installer, c'est SQL Server. Voilà, alors même chose, vous allez choisir 2.1.1 et vous allez cliquer sur Installer. C'est bon, c'est pour désinstaller. Et là, c'est SQL Server. Il est déjà intégré dans les dépendances de notre projet. Maintenant, le reste est très simple. Pour Entity Framework, une base de données, c'est une classe. Ça veut dire que je vais créer ma base de données en se basant sur une classe. Cette classe va porter le nom, par exemple, de mon contexte. Je suis libre de choisir le nom. Là, je vais dire que mon contexte hérite de dbContext et dbContext. Et dbContext est une classe qui se trouve dans le package d'Entity Framework. Alors, il suffit tout simplement de l'importer using Microsoft Entity Framework Core. Et là, vous allez spécifier les tables dans votre base de données. Pour spécifier une table, vous allez écrire public db7, le nom de la table, produit par exemple. Je m'excuse. Alors, produit avec S et avec un getter et un setter. Alors là, vous devez faire la même chose pour le tout. Alors, nous avons catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. CTRL D 7 fois ou bien 6 fois pour ne pas oublier. Voilà. Alors la deuxième, c'est client peut-être. Alors voilà, client avec un S. Nous avons commande. Commande avec S. Nous avons aussi produit. Ah, je m'excuse, catégorie. Catégories.
et nous avons facture, et nous avons les tables intermédiaires LC, nous avons la nommé LCS, et bien sûr 4 Pro, avec 4 Pro S. Et nous allons ajouter un constructeur dans lequel nous allons spécifier la chaîne de connexion. Public, mon contexte. Alors c'est un constructeur vide qui va appeler le constructeur de la classe mère de dbContext base. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer ce qu'on appelle dbContext option pour le paramètre. Pour cette raison, je vais écrire SQL Server database context option extension .use SQL Server. Cette fonction va prendre deux paramètres, un objet de type dbContext option builder, un objet vide, et le deuxième paramètre c'est la chaîne de connexion, et puis vous spécifiez option à la fin avec deux accolades. D'accord? Alors là, je vais choisir data source, c'est point SQL Express. Le nom de ma base de données, alors pour ne pas tomber en conflit, initial catalogue. Je vais la nommer 03/01/2019 pour la date d'aujourd'hui. Et par la suite, Integrated Security. Et voilà, true bien sûr. Je ferme et c'est bon. Ok. Alors maintenant tout est bien. J'ai bien ficelé, j'ai bien détaillé pour mon système Entity Framework que j'ai une base de données avec le nom 03/12/2019. Peut-être j'ai pas le droit, j'ai ajouté le mot BD. Voilà. Et par la suite, il suffit tout simplement de lancer la commande pour créer le projet. En fait, pour le créer, j'ai le droit tout simplement de passer vers la fonction main, d'accord? Et dans la fonction main, écrire le code my context ou bien mon contexte. DB, on reçoit mon contexte. Bien sûr, il se trouve dans deux dossiers différents. C'est pour cette raison qu'une importation est obligatoire. Voilà. Et par la suite, je peux faire db.database.create execution strategy. D'accord? Ou bien ensure, alors database. Voilà, ensure created ou bien deleted, etc. Il y en a des fonctions pour créer la base de données d'une façon forcée et cela est vraiment déconseillé. Nous avons une deuxième façon pour créer la base de données en se basant sur le package manager, sur la console. Alors je vais choisir outil, cliquer sur outil. Par la suite, je vais passer vers gestionnaire de package NuGet et console de gestionnaire de package. Voilà, alors normalement je dois avoir, pour les personnes qui ont Windows 7, ils sont obligés d'installer PowerShell 3.0, la dernière version, l'avant-dernière version, et là je vais taper la commande add migration. Alors pour les migrations, normalement nous devons avoir une vidéo juste pour expliquer le principe des migrations et l'avantage des migrations. Je vous invite aussi une deuxième fois à lire la documentation officielle de la MSDN pour détailler un petit peu ce qu'est une migration et qu'est-ce que les avantages, mais généralement pour vous résumer, les migrations ça sert à passer d'une version de base de données à une version de base de données sans perte de données. Alors add migration et je peux la nommer first. Je clique sur entrée, le système va faire ses vérifications. Bien sûr, s'il y a une erreur, il va le rejeter. Nous devons lire tout simplement l'erreur et c'est bon. Sinon, si j'arrive à trouver un dossier qui s'appelle migration au sein de mes dossiers qui a été créé automatiquement, ça veut dire que la migration a bien passé. Console de gestionnaire et maintenant je vais écrire update database.
Nous allons passer vers SQL Server. Je me connecte et je vais vérifier l'existence d'une base de données qui commence avec BD avec la date du jour. Alors BD 0312, je vérifie les tables. Alors nous avons l'étape suivante, catégorie 4 Pro, client, commande, facture, essai, produit. Et je vais ajouter un schéma de base de données pour voir les relations. Voilà. Fermé et voilà. Alors nous avons une catégorie, un primary key associé avec 4 Pro, produit primary key associé avec 4 Pro, produit primary key associé avec ligne de commande, commande primary key associé avec LC, commande et facture lead date commande, voilà, il est là. Alors nous avons one-to-one, clé à clé, et par la suite un client, clé primaire, à associer avec une commande, et le schéma de base de données est un schéma correct. Et merci pour votre attention.